Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Centrale Télévision, c'est l'heure de votre émission Fait d'actu. Fait d'actu aujourd'hui avec des invités spéciaux sur ce plateau. Il s'agit de Maître Benza Olivier. Il est avocat, enseignant à l'université, secrétaire général du parti politique Les Bâtisseurs du Congo. Il est secrétaire exécutif du regroupement ANB. Il est aussi président du MEJ. Il a beaucoup de casquettes, vous comprenez. Face à lui, il y a aussi Madame Jovi Mouchinga. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS, que nous signalons totalise déjà 42 ans d'existence, et nous allons essayer d'en parler autour de cette émission. Vous savez, l'actualité reste dominée aussi par la situation sécuritaire dans la partie est du pays, mais aussi ici à Kinshasa. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, ainsi que les commissariats provinciaux de la police ont pris la décision d'interdire les motards de circuler au centre-ville toute la journée. L'autre fois, nous connaissions avec le général Kanyama et autres, c'était après 18h, mais cette fois-ci, spécialement, c'est toute la journée. Il y a aussi les problèmes dits sociaux que nous allons essayer d'en parler tout au long de cette émission, mais aussi les phénomènes Kuluna, sans oublier la santé du parti Les Bâtisseurs du Congo. Mesdames et messieurs, fait d'actu, c'est parti. Je commence avec Maître Olivier Mbeza. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Moïse. Comment vous allez? Je me porte très bien. Vous portez très bien. Et comment se porte la santé de votre parti politique Les Bâtisseurs du Congo, mais aussi votre regroupement politique ANB? Merci beaucoup de penser à notre parti politique et à notre regroupement. Je suis secrétaire général du parti politique Les Bâtisseurs du Congo, mais aussi secrétaire exécutif national du regroupement à nos débattures le Congo. Le parti Bâtisseurs du Congo appartient au professeur honorable Jacques Njoli et Senge Kelly, et le regroupement ANB appartient au ministre d'État, M. Guilwando Mboyo, Grand Baleine. Oui, les partis se portent à merveille. Les regroupements aussi est bien portant, parce que nous venons de traverser une période purement électorale. Et à ce jour, nous comptons 13 sièges au sein de notre regroupement. C'est un élément positif qui prouve à suffisance que notre formation politique se porte bien. En tant que secrétaire général du parti politique, c'est vrai que nous venons d'une période électorale, mais je continue à exhorter les Congolais qui n'ont pas à ce stade pris l'engagement, qui n'ont pas encore pris l'engagement d'intégrer dans des partis politiques, de nous faire confiance et de nous voir afin de cheminer ensemble avec nous en tant que formation politique. D'accord, en tant que formation politique, mais une question aussi, les téléspectateurs vont se poser. Comment vous faites? Vous avez plusieurs casquettes en même temps. Comment vous faites chaque jour pour être avocat, enseignant à l'université, CIG d'un grand parti politique, mais aussi secrétaire encore exécutif du regroupement politique ANB? On voit aussi président du MEJ. Comment vous mélangez, comment vous faites, vous dispatchez pour occuper tous ces postes? Bon, d'emblée, je suis appelé à faire la part des choses. Vous conviendrez ensemble avec moi que les éléments présentés par vous ne sont pas identiques. Je suis avocat, ça c'est ma profession, et c'est une profession libérale. Je suis enseignant à l'université, je n'enseigne pas pendant les heures de ma profession ou pendant les heures politiques. Je suis secrétaire général d'un parti politique. Je ne travaille pas tous les jours en tant que secrétaire général d'un parti politique. Je suis secrétaire exécutif d'un regroupement politique. Je sais comment faire la part des choses. Mais je sais que nombreux me posent toujours cette question de savoir comment est-ce que tu as fait pour occuper tous ces postes. Je suis conscient que ce n'est pas facile à cet âge, mais tout ça c'est le fruit du sacrifice, mais aussi le fruit de la loyauté. De la loyauté. Et je suis disciple du grand maître Jacques Njoli Senge Kelly, qui m'a fait confiance en tant que son assistant à l'université. Et c'est comme ça qu'il avait pris l'option de me positionner comme secrétaire général de son parti politique pour le gérer au quotidien. Le ministre d'État Guilwando Mboyo m'a aussi fait confiance en tant que disciple du professeur Jacques Njoli, secrétaire général d'un parti politique,
pour, n'est-ce pas, gérer administrativement son regroupement à nos débattures des Congo. Bref, c'est le sérieux, c'est les savoir-faire, mais aussi une dose de compétences. Ce sont ces différents éléments qui m'ont amené à occuper ces différents postes. D'accord, maître Olivier Mbenza, Madame Jovi, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Vous allez bien? Je veux bien, ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau, afin de débattre, de décortiquer l'actualité politique. D'accord, l'actualité avec vous d'abord, l'IDPS, votre parti totalise 42 ans. Aujourd'hui, beaucoup se posent des questions. Peut-être aussi, Maître Olivier va avoir quelques mots à glisser par rapport à l'existence de votre parti. Aujourd'hui, 42 ans. Quel bilan, vous personnellement, vous faites pendant ces 42 ans de règne? Aujourd'hui, vous vous retrouvez au sommet du pays avec la présidence de la République. Quel bilan avez-vous établi par rapport à toutes ces années? En fait, monsieur Moïse, avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, le patriotisme m'exige en fait de présenter un message de condoléances, de transmettre toute ma compassion à la population de Goma qui, depuis tous ces jours... Oui, d'ailleurs, on va commencer par ça. Effectivement, donc en tout cas, je suis de cœur avec la population de Goma et le chef de l'État est en train de travailler, mettre la main dans la pâte pour que nous puissions en finir définitivement avec cette guerre parce qu'il y a des stratégies qui sont en train d'être prises. Courage à nos sœurs, courage à nos mères, courage parce que ce sont de cadavres, ce sont de pertes en vie humaine que nous enregistrons et ce n'est pas facile vu que nous avons le même sang, nous sommes congolais, donc une partie souffre, nous sommes tous touchés. Oui. Donc voilà pourquoi je suis vraiment, je compatis à la douleur de nos compatriotes. Effectivement, voilà. Et par rapport à... Et par rapport, si je, oui, je dois revenir à votre question par rapport aux 42 ans d'existence de l'IDPS. D'abord, monsieur, si nous devons remonter dans l'histoire, le parti politique l'IDPS, avec à sa tête, à l'époque, monsieur le fait, monsieur Etienne Tshisekedi, qui était un vaillant homme, un vaillant soldat. Donc, c'était une personne de droit qui avait l'amour de ce pays. Et il voulait militer pour l'état des droits, à l'instauration de l'état des droits. Parce que vous savez que non, c'était à la suite de sa séparation avec M. Mobutu, qui était un dictateur. Et en tant que fils du pays, M. Etienne Tshisekedi avait vu mal, en fait, il vivait mal cette dictature qui régnait au sein de, en fait, à l'époque, c'était Zaïre, oui, effectivement. Donc voilà pourquoi il avait créé ces partis pour contendre M. Mobutu. D'échanger un peu les choses. Effectivement, donc voilà. Et aujourd'hui, nous avons 40 ans. C'est quoi le bilan? Vous avez souligné, monsieur, nous avons aujourd'hui, après 37 ans de lutte, l'IDPS a accédé enfin au pouvoir, enfin de transmettre son idéologie, de faire asseoir en fait sa vision de choses qui étaient l'état de droit, bien sûr, et puis le progrès, le social et tout. Et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être dans la joie parce que c'est une victoire d'arriver jusque-là. Et nous savons que le meilleur est à venir. Mais pour l'instant, les bilans est largement politique, vu que la lutte a payé, parce que quand nous luttons, ce n'est pas pour rester en arrière-plan, c'est pour faire valoir ses idéologies. Et aujourd'hui, ça a été le cas, ça a été effectif. Aujourd'hui, il y a le candidat de l'IDPS, monsieur Félix, qui se retrouve à la tête du pays en train de perpétuer le valeur de son père. Donc, nous ne pouvons qu'être dans la joie. Voilà. Donc, être dans la joie. Maître Olivier, vous, je sais que vous n'êtes pas de l'IDPS, mais un mot par rapport à 42 ans d'existence de ces partis qui est aujourd'hui au sommet de l'État. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas de l'IDPS, mais je ne peux que dire un mot en tant que partenaire du chef de l'État, parce que je suis secrétaire général d'un parti politique. Oui. Et ce parti est membre de l'Union Sacrée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est notre haute autorité de l'Union Sacrée. L'IDPS, 42 ans d'existence, je le résume en une phrase. C'est le fruit du sacrifice et de l'abnégation. L'IDPS est un parti qui se présente aujourd'hui comme notre paradigme. C'est un exemple à suivre. C'est un parti qui a combattu
nous connaissons l'histoire, tout ce que les Sphinx, Étienne Tshisekedi avait vécu avec le feu Marshal Mobutu. Oui. Aujourd'hui, voir son fils à la tête de ces pays qui ne cesse d'exceller à faire du bien, nous avons intérêt de féliciter ces grands partis politiques, mais aussi de souhaiter bonne chance pour les années à venir et surtout les prochaines élections. D'accord, pour les prochaines élections. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons directement attaquer notre première thématique que nous allons exploiter. Il s'agit de la situation sécuritaire qui reste précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez, avec les rebelles M23 soutenus par les Rwandais. Ceci dit, Maître Olivier, je reste chez vous. Aujourd'hui, la situation sécuritaire continue à être précaire. On nous signale déjà les affrontements continue et aux alentours des cités de Saké, qui est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Vous étant un patriote, l'autre fois nous avons suivi les marches de soutien de la population, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo peut continuer encore à espérer par rapport aux marches, par rapport à quelques revendications, ou la République démocratique du Congo doit aujourd'hui nécessairement penser à l'offensif ou à traquer ces rebelles et M23 aujourd'hui? Merci beaucoup, mais avant de dire un mot, je compatis ensemble avec toutes les familles éplorées de nos frères et sœurs qui sont à présent à Goma. C'est une situation qui dérange tout le monde. Mais ce qui est vrai, l'agression de l'Est est une situation préoccupante. Pour dire que faudrait-il attaquer directement ou continuer encore avec des marches, continuer encore avec des arrangements diplomatiques? Bon, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo continue à respecter scrupuleusement les engagements ou les accords de Nairobi et de Luanda. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas aussi facile à ce stade de demander à la République démocratique du Congo d'aller en guerre, parce qu'il y a plusieurs conditions à réunir. D'abord, il faudra attendre à ce que les deux chambres du Parlement puissent les réunir en congrès. Soient d'abord installées, encore que nous venons de élections. Il faudra qu'il y ait la mise en place d'un nouveau gouvernement. Tout ça, ce sont les éléments. Mais ici, je ne peux pas venir dévoiler les stratégies du chef de l'État allant dans le sens de traquer les rebelles du M23, qui ne sont pas seulement soutenus par les Rwandais, mais qui sont aussi soutenus par la communauté internationale. Ça, il faut qu'on se le dise. Les Rwandais ne fabriquent pas les armes. Qui donne aux Rwandais les armes? C'est la communauté internationale. Mais jusqu'à ce stade, cette communauté internationale a du mal à dire clairement que c'est les Rwandais qui attaquent la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous avons vu récemment les soulèvements ici à Kinshasa, en ville, de la population. Bon, c'est un comportement que je n'acquiesce pas, que je ne partage pas, mais ça démontre que la population n'est plus... En a marre, oui. Ce n'est pas seulement les Rwandais qui soutiennent les M23, mais c'est la communauté internationale. C'est l'Union africaine. Il y a plusieurs pays de l'Union européenne, il y a même les États-Unis qui sont derrière les Rwandais. Il faut qu'on se les dise. D'accord, qu'on se le dise, Maître Olivier, je rentre chez Madame Chovy. Aujourd'hui, nous continuons de flairer nos compatriotes de la partie est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC doit continuer à pleurnicher, à demander à la communauté internationale d'intervenir, ou la République démocratique du Congo devait passer à l'offensif? Moi, je pense même, on devrait même suspendre quelques activités, même économiques des pays, qui, bien sûr, Maître vient de les citer, comme les États-Unis, la Belgique, la France. On pouvait même aller à suspendre ces activités économiques, encore à boycotter quelques activités économiques de ces pays qui continuent à soutenir le Rwanda continue à soutenir les rebelles et M23 aujourd'hui. En fait, Monsieur Moïse, aujourd'hui je vais parler en tant que patriote. J'essaie un peu de mettre à l'écart ma casquette de membre d'un parti, effectivement, parce que ce qui arrive fait mal et aux gens qui appartiennent au parti politique et les civils. Donc je dois vraiment être sincère dans ce que je veux dire. Vous savez, Monsieur Moïse, nous avons la RDC à sa tête un homme de paix, un homme qui privilégie plus la diplomatie.
Mais on doit comprendre aussi, à un moment donné, il faut taper le point sur la table. Oui, effectivement. Parce que la population de cette partie de la République continue à souffrir. Et il est temps maintenant, quand moi je vais contredire un peu Maître, il faut déclarer maintenant la guerre au Rwanda. Oui, parce que la guerre est nécessaire aussi, parce que la liberté s'arrache. Vous savez, c'est le prix, la guerre va coûter cher à la République, comme certains le disent. Oui, mais à un moment donné, ça sera le prix à payer pour qu'il y ait une paix durable. Moi, je pense que à l'heure où nous sommes, le président de la République doit d'abord rompre tout engagement avec le Rwanda, les accords de Nairobi. Maintenant, ça tombe caduc. Pourquoi? Parce que nous, si nous nous respectons, est-ce que les Rwandais les respectent? Effectivement, donc ça tombe caduc. Maintenant, il faut employer la force, en fait. Nous avons là la Russie qui nous a tendu la main. Et je ne sais pas si vous avez suivi les sommets Afrique. Les sommets Afrique avec la Russie. Effectivement, la Russie était prête à nous tendre la main pour en finir avec cette guerre. Monsieur Maître l'a dit, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur la communauté internationale. Elle est d'abord incapable. En Afrique, nous ne pouvons... Parce que c'est lui, d'ailleurs, qui tire les ficelles. Donc, on ne peut pas compter non plus sur les États-Unis, qui aussi, selon le rumeur, parce que moi, je veux rien confirmer, et derrière le Rwanda, pour piller... On voit, récemment, il y a eu les chefs des services de renseignement des États-Unis qui étaient présents au Rwanda. Et effectivement. Donc, ce silence de la part de la communauté internationale et des États-Unis nous prouve à suffisance que la RDC est orpheline, en fait. Donc, elle est seule face au monde. D'où il faut prendre maintenant nos responsabilités et aller vers la personne qui tend la main. Effectivement, la Russie est là. D'ailleurs, au moment où la Corée, la République de Corée, effectivement, sont là. C'est ce que je dis aujourd'hui. Les États-Unis militairement ne sont plus puissants comme on les pense. Maintenant, c'est la Russie, c'est l'Israël, donc c'est tous ces pays-là, la Chine. Donc pourquoi pas aller pactiser, aller signer des accords pour enfin de nous prêter main forte, de nous venir en rescousse pour que cette guerre puisse prendre fin. C'est vrai, si la RDC déclare d'une façon officiellement, sans l'aide de ces pays dont j'ai cité, ça serait terrible parce que les Rwandais est soutenu par d'autres forces. Donc nous également, on doit être soutenus par d'autres forces, enfin de déclarer carrément la guerre au Rwanda, parce que c'en est des trop. C'en est des trop. Vous avez vu Israël, vous savez, les gens disent que non, nous sommes à l'ère à l'ère où on privilégie la démocratie, la guerre. Mais on a vu Israël, effectivement, Israël est en train de perpétrer un massacre du côté d'Israël est allé en guerre. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses intérêts être menacés. Donc, il n'y a pas de négociation. Quand il y a invasion ou bien quand vous êtes menacé. Voilà pourquoi Israël n'a pas hésité. La Russie non plus. Elle n'a pas eu peur de la communauté internationale ou des camps dira-t-on. Non. Elle a pris la responsabilité. La Russie a pris ses responsabilités. Nous également, nous demandons, moi personnellement, je demande au chef de l'État de revoir ses stratégies. Fini la diplomatie, fini des accords, des engagements. Attaquons le Rwanda, allons militairement. Allons frapper fort. Donc voilà un peu ce que je peux dire à l'heure actuelle. D'accord, je rappelle, avant de repasser la parole à Maître, je rappelle qu'il y a 3 jours passés, il y a la mission de MONUSCO, ils ont fait un communiqué selon lequel ils ont déclaré qu'il y a eu un missile solaire qui a été lancé contre un drone de la MONUSCO. La MONUSCO s'est demandé est-ce qu'un rebelle, une rébellion plutôt, ou des rebelles comme le M23, comment ils peuvent faire pour s'en procurer des missiles déjà solaires. Et puis la MONUSCO est restée carrément muette par rapport à cette situation. Ils n'ont pas voulu vraiment en savoir plus. Elle est complice, effectivement. La MONUSCO, elle est complice, monsieur. Vous savez, ils sont en train de piller nos richesses. Ils profitent de ce massacre pour piller la République. Voilà pourquoi ils seront contre l'instauration de la paix dans cette partie de la République. Donc il y a des dessous de cartes, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Moi je pense qu'il est temps maintenant d'affronter le Rwanda pour permettre à nos frères de vaquer librement à leurs occupations. Une dernière question, Maître, par rapport à cette situation. Nous avons vu lors de l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi, il avait demandé ou il avait annoncé
devant la population que si jamais je ne réussissais pas à terminer avec la guerre des restes plutôt, je vais considérer mon mandat comme un échec. Mais il a terminé son premier mandat, le peuple l'a renouvelé la confiance, il est aujourd'hui encore réélu comme président de la République, il a prêté serment, mais la guerre continue. Vous, de l'Union sacrée, quelle serait votre stratégie cette fois-ci, que si je peux dire lors de votre ultime chance, cette fois-ci, pour la sécurité dans la partie est du pays? Est-ce que vous allez continuer seulement avec la diplomatie, ou cette fois-ci vous devez attaquer le Rwanda comme Madame Jovi vient de dire si haut? Merci beaucoup, mais avant de mettre un avis par rapport à ça, j'aimerais bien laisser un peu de recadrer le débat. Je n'avais pas dit ici que je n'acquiesçais pas l'offensive. Non. C'est-à-dire, en tant que technicien de droit, j'ai dit qu'il y a des éléments, il y a des conditions à remplir pour aller en guerre, pour déclarer une guerre contre l'État. Oui. À l'heure actuelle, le chef de l'État doit d'abord remplir ces différents préalables. Entre autres, 1. L'installation de 2 chambres du Parlement qui traîne encore. 2. La mise en place d'un nouveau gouvernement. Ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déclarer la guerre aujourd'hui avec le gouvernement en place, parce que nous avons un ministre de la Défense en fonction, il y a encore le ministre de l'Intérieur qui n'a pas encore déposé, et le ministre de la Défense se trouve même dans la partie est du pays. Est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui d'attaquer ou d'accélérer les choses avec le gouvernement en place? Il y a des stratégies qui sont mises en place que je ne peux pas dévoiler ici haut et fort. Je suis de l'Union sacrée, je suis chef d'un parti politique, je sais ce qui se passe en réalité. N'oubliez pas que nous sommes dans un plateau de télévision et même le Rwanda nous suit à l'heure actuelle. Ça ne serait pas prudent pour nous en tant qu'hommes politiques de venir dévoiler nos différentes stratégies dans un plateau de télévision. Ce qui est vrai, la MONUSCO, la communauté internationale coopère avec les Rwandais. Cette guerre profite à la communauté internationale. Nous sommes pour la guerre. Et à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo s'est dotée des armes lourdes, capables de brimer la Rwanda, et la République rwandaise plutôt. C'est possible, mais le chef de l'État est un homme silencieux qui est en train de peaufiner des stratégies, et nous serons surpris de voir ces derniers déclarer la guerre contre le Rwanda, et ça sera une victoire pour nous. Ça serait une victoire pour nous et une victoire plutôt pour nous. Madame Jovi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en fait, oui. Par rapport à ce que monsieur le maître a dit, oui, effectivement, je suis d'accord. La guerre, ce n'est pas d'emblée qu'on la déclare. Franchement, il y a des préalables, bien sûr. Et cela doit se faire à la hâte, en fait, pour que nous puissions, comme il a dit, il y a des stratégies qu'on ne saurait pas non plus dévoiler, mais il faudrait que tout cela soit mis en place d'une façon rapide, en fait, afin de permettre aux Congolais qui vivent dans la partie est. Effectivement, parce que ce sont nos frères qui souffrent. Là, on peut pas prendre notre temps. Donc, les stratégies doivent être mises en place maintenant, là. Donc, vivement que le nouveau gouvernement soit installé, que le Parlement soit investi, enfin que nous puissions mettre en évidence nos capacités, en fait, de pouvoir combattre le Rwanda. À pouvoir combattre le Rwanda. Mesdames et messieurs, vous avez l'habitude de suivre cette émission. C'est une émission bilingue, mais aujourd'hui, je reçois des personnalités qui ont un peu du mal à s'exprimer un peu longuement à Lingala. C'est pourquoi vous voyez que on est en train d'évoluer. Je peux dire dans la langue française, c'est un peu compliqué. Ndenge batuba mesana na zwaki recommandation na bino topé message na bino par rapport à monsieur Uchikoleka par rapport ya ba imboka oyo bolobi bo signaler biso ke ba moto oyo baza ko botola bandeko na centre ville topé na ville baza ko restituer bango yango te baza ko botola bango. C'est déjà plus de 160 motos oyo bakangi bazongi seli bango te ceux qui bakangi moto na yo bazozongisa te vraiment ezopesa pasi bandeko baza komituna ba moto wana eza kokende wapi bamususu balobi ke eza yango omona kala mususu pe bandeko ba policier ba roulage bakoma kotambola na ba moto ya la police te mais ba moto normal bandeko baza komituna pe baza koloba soki bokangi moto mutaya futi mbongo na ye normalement il faut ba restituer moto na ye po moto yango nde eza lelo eza kolesa ba famille ba
vivre parce que ceci dit, nous allons parler de cette décision du VPM de l'intérieur, Peter Kazadi, et puis les commissaires provinciaux de la police au Bazo qui décision, ils ont interdit formellement aux motards d'entrer au centre-ville de la capitale congolaise. Madame Jovi, cette fois-ci, je vais commencer par vous. Vous, personnellement, comment vous avez trouvé cette décision? Cette décision serait due aux dernières manifestations qui étaient organisées où il y avait essentiellement, en grande partie, les motards qui étaient au Forum Milan contre les ambassades de quelques pays ciblés concernant la situation sécuritaire à l'est du pays. En fait, moi je veux dire ceci concernant cette affaire d'interdiction que le moto puisse entrer au centre-ville. D'abord, il faut comprendre que M. Moïse, la commune de la Gombe est le miroir de Kinshasa. Ça abrite plusieurs institutions, n'est-ce pas? Donc, moi je pense que ça commençait un peu à faire une tâche, donc de voir toutes ces motos traverser la ville et de fois même dans des conditions difficiles, parce que il faut souligner que non, ils ne respectent pas des conditions de sécurité, ces gens-là. Donc, moi je pense que cette décision, elle est bonne, mais seulement ce n'était pas le moment en fait opportun. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans presque toutes les communes périphériques, il y a, on est en train d'arranger des routes, de boucher des trous, ce qui fait que non, il y a un embouteillage monstre. Donc, ce qui fait que non, ces gens-là, en fait, certaines personnes pour se rendre en ville, ils ont besoin d'un moyen un peu plus rapide, qui est avec les embouteillages. Je pense que cette décision va faire beaucoup plus mal à ces personnes-là qui n'ont pas accès facile à la commune de la Gombe à cause de cet embouteillage qui se vit actuellement à Kinshasa. Mais il y a moyen de négocier. Il y a moyen de négocier, je pense, parce qu'on peut peut-être dire qu'à partir de 17h, 18h, au moins, on peut autoriser. Si c'est pour de raisons de sécurité, on peut autoriser, parce qu'à ces heures-là, la circulation devient fluide et tout. Donc, on peut autoriser. Il y a toujours moyen de négocier, moi, je pense. Il y a toujours moyen de négocier. Maître, vous êtes avocat. Est-ce que c'est normal pour la police de traquer les motards et puis de saisir les motos juste après quand s'il vous plaît, je vais répondre à cette question. Parce que là, il faut savoir qu'au sein de la police, il manque pas des abus à chaque fois qu'on lance des opérations. Oui, mais c'est aussi au chef de la police d'encadrer, de conscientiser ces éléments. Parce que c'est bien d'interdire, mais il ne faudrait pas confisquer parce que c'est le gagne-pain de certaines personnes. Donc, ça met de familles entières dans la souffrance. Parce que si un père pouvait amener quelque chose pour manger à la suite de son travail qu'il fait et que non, on est en train de le ravir comme ça, sans raison, sans restituer, moi je pense qu'il y a lieu que le chef de la police puisse regarder cette situation de près. Nous savons qu'il y aura toujours des abus humains, il faut y veiller. Il faut y veiller. Maître, et je disais, est-ce que c'est normal qu'on puisse ravir la moto chez quelqu'un et puis juste après la personne peut venir pour réclamer sa moto, même pour payer l'amende, on vous dit que niet, il n'y a plus, vous pouvez plus rien faire par rapport à votre moto, rentrer chez vous. Et puis cette décision, vous personnellement, comment vous l'avez accueillie? Bon, d'abord, avant de dire un mot par rapport à ça, j'aimerais bien préciser qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises par le VPM. Oui. Entre autres, l'interdiction de vendeurs de bazooka, de pain en ville. Bon, ce n'est pas la première fois de voir le gouvernement prendre une telle décision. Oui. Ça date. On a connu sous le gouvernement provincial de André Kimbuta, l'interdiction de motards, et ils étaient après 18h. C'est bien bon de prendre des décisions, mais quels sont les mécanismes de suivi que le gouvernement met en place pour encadrer ces décisions? C'est ça le problème. En janvier 2023, peu avant l'arrivée du pape, il a été interdit aux vendeurs de signaler les boulevards Lumumba. Mais aujourd'hui, ils sont où? Sous Kimbuta, il a été interdit. Donc il a été demandé aux motards de circuler, mais avec le casque. Où sont ces casques? C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des décisions, mais ils doivent mettre en place les mécanismes de suivi et d'encadrement. Ce qui est vrai, c'est anormal de confisquer une moto et refuser de faire payer une amende. Parce que la question que l'on se pose, où vont ces motos confisquées?
Alors, il faudra aussi essayer de dissiper tout malentendu. C'est-à-dire, vous confisquez la moto, au lieu d'éviter à ce que les gens pensent que vous vous enrichissez sans cause, vous demandez à ces motards de payer une amende et vous restituez sa moto. C'est plus simple que ça. Donc, moi, en tout cas, à mon avis, je condamne le fait de confisquer sans restituer ou de confisquer sans faire payer des amendes. Oui. D'accord, maître. Et puis on va enchaîner. Il y a eu cette mesure est consécutive aux marches qui a été organisée dernièrement pour réclamer une suivi de la part de quelques pays de grande puissance, les États-Unis, la Grande-Bretagne et ainsi de suite. Vous personnellement, vous avez suivi, tout le monde avait suivi ces marches. Aujourd'hui, quelles retombées vous pensez que ça pouvait ou ça peut amener par rapport à l'évolution des situations de l'Est, tous ces mouvements qu'il y a eu dernièrement au centre-ville? Quelles seraient les retombées, vous, selon vous? Est-ce que la communauté internationale aujourd'hui peut reculer par rapport à ce qu'il y a eu comme casse devant quelques ambassades? Vous pensez qu'il y aura des retombées positives après tous ces mouvements? Vous devez savoir qu'il y a des éléments où il y a deux indicateurs qui prouvent à suffisance que la population congolaise n'est plus deep. Elle a en réalité ouvert les yeux. Il ne s'agit pas seulement de la manifestation de Gombe, mais vous avez vu... Il y a même des femmes qui ont marché aussi. Outre les femmes, vous avez vu pendant la CAN ce qui s'est passé. Vous venez de voir récemment, il y a hier ou l'avant-hier, l'acte posé par notre joueur Héritier Luvumbu au Rwanda. C'est-à-dire ça démontre qu'en réalité, nous sommes tous debout pour lutter pour ce pays, ces beaux pays. Et vous avez vu les différents messages lancés par la communauté internationale lorsqu'ils ont constaté les actes de vandalisme orchestrés par les Congolais. En cassant, en brillant des pneus devant les ambassades. Ça démontre que nous sommes contre. Et nous avons compris qu'en réalité, c'est cette communauté internationale qui donne des armes au Rwanda pour s'attaquer à la République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, il y a certains comportements que nous devons éviter de faire. Parce que vous pouvez avoir raison, mais il y a toujours une certaine façon de l'exprimer. De s'exprimer. Mais bon. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons intérêt d'aller à l'étape supérieure. D'abord, la population doit s'élever. Nous devons nous mettre tous autour du chef de l'État. Il faut qu'il y ait l'unité nationale pour lutter contre cette République rwandaise qui agresse au jour le jour la République démocratique du Congo. Oui. Madame Jovi... Je vais revenir sur ça, sur ce sujet, c'est très important. Effectivement, en tout cas, moi ce que j'ai aimé, que non, les Congolais deviennent de plus en plus conscients. Ils ont compris que non, ils peuvent jouer aussi leur partition dans le changement en fait. Et ils se sont levés pour réclamer en fait, la fin de la guerre. Et je pense que c'est un message qui est compris aussi au niveau de la communauté internationale. Ils ont compris, comme je veux utiliser les termes du maître, les Congolais ne sont plus dupes comme auparavant, comme jadis. Maintenant là, nous sommes là pour défendre, pour demander à ce que justice soit faite, parce que nous ne pouvons plus être là comme de téléspectateurs. Non, on est maintenant là pour demander les changements. Moi je pense que il faut continuer dans cet élan, mais il faudrait éviter de tomber dans la barbarie en fait. Dans la barbarie. Effectivement. Donc faisons les choses proprement. Effectivement, et en tout cas c'est de cette façon là que non, les choses vont marcher. Casser ou empiler, non, ce n'est pas une bonne image de nous que nous sommes en train de renvoyer, parce que la République, c'est aujourd'hui, nous, on est connus comme étant un peuple hospitalier. Exactement. Donc voilà, nous ne voulons pas entacher cette image. Donc gardons, en tout cas, faisons les choses de manière à ce que nous ne puissions pas perdre raison. Mais pour des manifestations, en tout cas, moi je pense que nous devons continuer, que les associations se lèvent, que les femmes se lèvent pour réclamer la fin de cette guerre, et que la communauté internationale puisse
se mettre à l'écart en fait. Voilà. Se mettre à l'écart, ceci dit, mesdames et messieurs, cette fois-ci nous allons parler du social qui est attrait aussi avec les parlements parce qu'il nous reste 10 minutes. Vous savez, dernièrement, le président Bosso était très ferme avec les gens qui aujourd'hui on peut appeler Bazaba triple brassard, comme on le dit ces derniers temps, Lingala, quelqu'un qui est député national, il est député provincial, il est mandataire ou encore il est encore ministre. Hein? Vous voyez ces genres de personnes, ils ont même eu le courage d'aller écrire aux différentes cours de la République pour demander de surseoir cette mesure où Bango, il devait encore être là pour ne pas créer un vide constitutionnel. Il devait encore rester là, assumer leur poste jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau gouvernement. On se demande, on a la guerre contre les M23 puis les Rwandais, mais nous voyons comme si à l'intérieur du pays, il y a des gens qui nous créent encore une guerre, surtout du point de vue social, comment une personne peut occuper 3 ou 4 postes en même temps. On se demande, c'est la seule pays au monde où vous allez voir aujourd'hui, les politiciens n'ont pas honte, non plus peur même de la population. Ceci dit, maître, vous êtes gestionnaire d'un parti politique, c'est à vous que la population s'adresse chaque fois. Comment vous vous sentez quand vous êtes député national, provincial, mandataire ou encore ministre? Vous vous donnez encore le luxe d'écrire aussi à la haute cour, de ne pas vous démettre de votre fonction. Vous attendez encore que le nouveau gouvernement puisse sortir et vous restez là et afin que vous puissiez toucher 3 ou 4 salaires à la fois. Est-ce que avez-vous les soucis de cette population qui continue à souffrir aujourd'hui? Bon. Déjà, je ne me sens pas concerné parce que je ne suis pas député. Oui. Mais moins encore ministre en fonction. Je peux mettre un avis en tant que politique. En tant que politique, parce que c'est à vous. Ouais. D'abord, il sera question de savoir les conditions d'éligibilité d'un député. Pourquoi, lorsque quelqu'un candidate au niveau national, on lui donne aussi l'occasion de le faire au niveau provincial? C'est ça. C'est ça la grande question aujourd'hui. Et aussi, vous pensez que lorsque vous passez député national et député provincial, vous serez à mesure de toucher vos 2 salaires? Non. Les suppléants et candidats députés. C'est comme ça qu'il remplit tous les éléments demandés au niveau de la scène. Donc, en clair, c'est un faux débat. Parce que si je passais député national et que mon premier suppléant au niveau provincial rester au niveau provincial, c'est pas Mbenza qui toucherait les émoluments de mon premier suppléant. Encore qu'il est, quand il est député. Donc c'est un faux débat, mais à l'entrée de jeu, vous avez parlé du social. Je ne sais pas si vous avez extirpé ces derniers points pour que j'ai... Non, on va parler du social. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. Il y a la flambée des prix des différents aliments sur les marchés. marché, l'osso, masangu, huile, na marché. Qu'est-ce qui se passe encore pour ces derniers mandats du président Félix Antoine Tshisekedi? D'abord, on ne peut pas parler du social. On ne peut pas résumer le social que Namakambokolia au lobby na lingala. Les sociales, c'est... En tout cas, il faut mettre ensemble plusieurs éléments. Entre autres, la santé, les infrastructures... Les phénomènes Koulouna aussi. L'éducation. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on parle de la gratuité de l'enseignement, ça fait partie du social. Et c'est une réussite totale du chef de l'État. Aujourd'hui, si on parle de la gratuité de la maternité, c'est un élément positif du règne de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne résumons pas les sociales à des intérêts d'estomac. Mais aussi les transports. Même nous sommes aujourd'hui, je peux dire, même les seuls pays au monde où vous allez voir quelqu'un rentrer à côté de la fenêtre, on est au Banalinga dans le transport, la matinée à côté de la fenêtre, maître. Ça fait partie aussi du social. Les changements d'un État, les changements de mentalité ne se fait pas sur base d'une baguette magique. Les chefs de l'État n'avaient que 5 années pour éradiquer tous ces éléments qui ont, n'est-ce pas, rongé la République démocratique du Congo. Nous avons connu à l'époque le président honoraire Joseph Kabila qui a fait 18 ans mais qui n'a pas pu changer l'homme congolais. Donnons la chance à ces dignes fils du pays
qui, n'est-ce pas, se bat au jour le jour pour placer les Congos au Panthéon. Au Panthéon. Madame Jovi, vous avez la parole par rapport au social. Aujourd'hui, tout est compliqué. Aujourd'hui, les transports, c'est difficile. Les phénomènes que nous n'en parlons même pas. Ici, j'ai parlé Nabawenzi Biloko ce matin. Vous êtes une femme, vous êtes bien sûr politique. Quelle est votre analyse par rapport à la situation sociale aujourd'hui qui ne cesse de se dégrader chaque jour? Vous allez me donner quelques minutes, oui, j'ai un peu à dire sur ce sujet. D'abord, Monsieur Moïse, effectivement, nous sommes conscientes. Moi, personnellement, je suis consciente de la situation qui sévit chaotique qui sévit dans mon pays, surtout le social. Il ne faudrait pas qu'on s'y voie la face. Mais il faut savoir aussi que non, le 5 mandats passés du chef de l'État n'a pas été de tout repos. Donc, il n'avait pas toutes les cartes en main pour faire asseoir sa vision. Vous avez vu dans quel climat il a travaillé. Il n'avait même pas le Parlement. En tout cas, il y avait des tiraillements. Et pour ces 5 années à venir, nous avons suivi son discours. Le chef de l'État s'est promis en fait au sortir de ces 5 mandats, de ces 5 années qui viennent, il a promis un changement radical. Donc, moi, je pense qu'on doit faire confiance. Et puis, par rapport à l'économie, je vous ai toujours dit que non, c'est l'économie du monde est par terre, monsieur Moïse. Ce n'est pas qu'on est en Russie. Moi, je suis vu au Cameroun où le peuple veut marcher pour la vie chère. C'est partout. Il faut comprendre que ce n'est pas un problème particulier de la RDC. Ça touche le monde. Notamment à cause de la guerre. Vous avez vu la guerre en Ukraine, maintenant là c'est en Israël. En fait, ce sont des pays qui approvisionnent, en fait, auprès de qui, ce sont nos fournisseurs auprès de qui nous partons prendre des choses et tout. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a la flambée des prix de produits de première nécessité surtout, mais donnons la chance à notre président. Les 5 mandats ici, en tout cas, ça sera un mandat du changement. J'appelle ça un mandat du changement. Donc, les choses vont se calmer. Je demande à la population de se calmer. C'est vrai, nous venons de loin, mais nous sommes tout près du but. Déjà, il y a des signaux qui montrent que non, le chef de l'État a la volonté de changer les choses. Nous avons cité aussi la gratuité de l'enseignement. Je ne cesse de le souligner dans votre émission. Nous avons la gratuité. Et puis, il y a de routes qui sont en train d'être asphaltées, effectivement. Donc, ce sont aussi de signaux, ce sont des choses, des indices qui nous prouvent que non, l'homme a la volonté, a la vision d'amener ces pays quelque part. Et dans ces 5 années, je pense que la RDC va prendre son envol. Nous ne serons plus à ces niveaux. Nous allons parler un autre langage. Un autre langage. Ceci dit, il nous reste moins de 3 minutes. Je vois déjà Maître Mbenza Olivier. Pour aujourd'hui, je crois que nous sommes presque à la fin. Votre mot de la fin, si je peux dire ainsi, pour aujourd'hui, parce que nous sommes déjà à la fin. Soyons unis. Battons-nous pour les Congos. Nous n'avons qu'un seul Congo. Il n'existe pas des Congos, des républiques démocratiques du Congo. Toute ma compassion à la population de l'Est. Je souligne en rouge que la République démocratique du Congo nous appartient. Et tôt ou tard, nous sortirons vainqueurs. Merci. Merci, Maître Olivier. Madame Jovi, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Je vais finir en disant, bientôt là, il y aura la formation d'un nouveau gouvernement. Oui. Parce que ça me fait mal de voir là où nous sommes, le pays là où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons manqué des hommes capables, qui ont de la volonté, l'amour de la patrie. Donc voilà pourquoi nous avons assisté à certaines choses dans ces pays. Moi, je veux lancer un appel au chef de l'État. Donc pour les personnes qui vont nommer, en tout cas cette fois-ci, nous ne voulons pas des complaisants, de la complaisance. Il faut nommer des compétences, il faut nommer des personnes capables de... Mais il faut dire aussi à l'informateur. Effectivement, effectivement. Donc cette fois-ci, nous comptons vraiment sur des personnes qui vont nous sortir de ces gouvernements, des personnes qui viendront, et non pour se servir, mais pour servir le peuple. Nous refusons au Ndekoya, moi je suis là, les népotismes et toutes ces choses-là, nous, en tout cas, mettons ça en arrière. Pensons maintenant congolais, pensons Congo, pensons maintenant l'évolution du Congo. En tout cas, il faut, c'est un message qui me tenait à cœur, je ne pouvais pas finir, parce que voilà, nous approchons, donc il faut que le président ou encore le formateur le sache en fait, le retienne, parce que le Congo a beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous avons besoin des compétences et non
de hommes forts, comme on les dit. Non, voilà. Et je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Je vous remercie, M. Moïse. Ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Et voilà, prochainement, je suis ouverte à votre prochaine invitation. Voilà. D'accord, Madame Jovi. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je l'ai dit toujours, le monde aujourd'hui est réparti. C'est qu'on peut dire aujourd'hui des poules ou encore des courants. Du côté, nous avons de l'autre côté les Américains, les Français, les Anglais, etc. De l'autre côté, aujourd'hui, nous avons les Russes. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne aujourd'hui quand nous sommes du côté des Américains, des Français et puis que des Britanniques? Qu'est-ce que nous sommes en train de gagner du point de vue surtout sécuritaire, si ça n'est que la trahison qui continue aujourd'hui avec ces petits pays Rwanda qui continuent à nous faire du mal? Moi, je vais lancer une fois encore mon appel au chef de l'État. Si ça sera mieux de changer les caps, d'aller du côté de la Russie pour stopper ces massacres de l'Est de la République démocratique du Congo, mais c'est le président de la République, je vous dis d'aller du côté de la Russie parce que le salut de ces pays, la République démocratique du Congo, ne dépend pas des Américains non plus, des Français. Ceci dit, mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de cette émission. Un grand merci à l'ingénieur Platini Maloa. Bienvenue Lissassi, sans oublier notre assistant immortel qui nous a tenu compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.